Salut, c'est Jean-Loup du blog green-escape.fr. Bienvenue pour un nouveau Greencast. Aujourd'hui, il sera consacré à l'alimentation moderne et à répondre à une seule question. Sommes-nous adaptés aux aliments modernes? Pour répondre à cette question, je me baserai sur les dates d'apparition des principaux aliments modernes, le nombre de générations humaines qui les ont consommés, et aussi les travaux du docteur Loren Corden, d'où sont tirées ces données. Donc Loren Corden, c'est un professeur au département des sciences de la santé et de l'exercice à l'université de l'État du Colorado. C'est aussi un peu le père du paléo et aussi l'auteur du livre The Paleo Diet. C'est quelqu'un qui mène beaucoup de recherches et qui compile beaucoup de recherches sur le régime paléolithique. Alors, pour commencer, on va déjà mettre un peu tout ça sur une échelle temporelle. Donc, les humains apparaissent il y a moins de 2,5 millions d'années. Et la majorité de notre temps, eh ben, nous avons été des chasseurs-cueilleurs. Et nous avons donc mangé uniquement les produits de la chasse et de la cueillette. À partir de moins de 10 000 ans environ, nous devenons des cultivateurs et des éleveurs. C'est aussi sur cette période qu'on appelle le néolithique, donc néo nouveau, lithique pierre, âge de la nouvelle pierre. C'est principalement parce qu'effectivement à cette époque aussi les hommes inventent des nouveaux outils et les taillent différemment. Donc le néolithique va de moins 10 000 ans à moins 500 500 ans. Voilà. Et on arrive ensuite sur une période beaucoup plus courte qu'on connaît beaucoup mieux, c'est la période industrielle. Alors je vais commencer par commenter les aliments qui sont arrivés au néolithique. Donc c'est une période où l'homme se sédentarise et devient principalement cultivateur et éleveur. Et cette période va de moins 10 000 à moins 5 500 ans. Sur l'échelle humaine, à ce moment-là, si vous regardez en bas du graphique, vous avez effectivement deux lignes, une échelle temporelle, moins 10 000 ans jusqu'à présentement, et le nombre de générations humaines que ça représente. Donc ici 333 générations humaines jusqu'à aujourd'hui. Une génération humaine, ça correspond à une trentaine d'années environ. Voilà. Et on voit déjà que sur cette période-là, il y a énormément de nouveaux aliments qui apparaissent. C'est la période où l'élevage commence, donc c'est la domestication du mouton, de la chèvre et de la vache, autour de 10 000 ans. Les premières cultures de blé et d'orge, environ à moins 10 000 ans aussi. Les premiers produits laitiers apparaissent un peu plus tard. Évidemment, rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, ce soit de la consommation directe de lait cru, soit des produits laitiers fermentés. Tout ce qui est alcool, et bien évidemment, pas possible de faire la fête avec du vin ou de la bière avant moins 7000 ans. Donc c'est quelque chose qui apparaît aussi assez tardivement. Ça fait moins de 333 générations humaines que nous consommons de l'alcool. Voilà, ce qui explique aussi pourquoi certaines populations dans le monde supportent beaucoup moins bien l'alcool que d'autres. Les premières mines de sel, après moins 6000 ans environ, voilà, ce qui nous a permis aussi d'améliorer notre mode de conservation, puisqu'à l'époque, évidemment, point de réfrigérateur, mais le sel est très important pour conserver de nombreux aliments. Le sucrose, hein, qu'on peut aussi appeler sucre de table, donc si vous voulez, c'est du sucre normal, qui lui apparaît il y a moins de 1000 ans, mais uniquement dans des régions où il y avait de la canne. Donc c'est-à-dire que là, la consommation de sucre à l'époque était encore très anecdotique, puisqu'elle concernait uniquement les régions où vous aviez de la canne sucrière.
donc principalement l'Inde à l'époque. Donc on n'est pas encore au moment du néolithique, en tout cas un peu après, vers moins de 2000 ans, à une ère où on consomme massivement du sucre. Ça viendra par la suite. La période où effectivement il y a les plus grands changements alimentaires dans l'histoire humaine, c'est quelque chose qui est très court sur l'échelle biologique, c'est-à-dire c'est à peine un peu plus de 2 siècles. Donc c'est aussi la période de la révolution industrielle. Et le principal aliment qui commence à être consommé de façon plus massive, parce qu'il se démocratise, donc c'est le sucre, sucre de table, sucrose. Donc c'est juste l'assemblage de 2 molécules, hein. Le sucrose, c'est une molécule de glucose qui est combinée à une molécule de fructose. Et c'est vraiment à cette époque-là qu'il se démocratise, jusqu'à devenir aujourd'hui, hein, les consommations de sucre a considérablement augmenté, jusqu'à aller vers plusieurs kilos par personne par an, ce qui est énorme. Et aussi parce que les industriels ne ratent jamais une occasion de rajouter du sucre dans un aliment. L'élevage intensif, hein, qui s'oppose donc à l'élevage extensif, c'est-à-dire quand on laisse les vaches, par exemple, sur les pâturages et se déplacer librement en mangeant de l'herbe. L'élevage intensif, donc, c'est quand on regroupe les animaux sur une surface beaucoup plus réduite et qu'on commence à leur amener directement la nourriture, voir qu'elles ont quasiment plus d'endroits pour se déplacer à l'extérieur. C'est là aussi, voilà, on va progressivement, ce sera raffiné par la suite et on aura des modes de production de viande de plus en plus industriels jusqu'à arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui avec des poulets, des milliers de poulets sur quelques mètres carrés dans des hangars qui ne verront jamais la lumière du soleil. Voilà. Mais l'élevage intensif, il commence vraiment que autour de 1858. Les céréales raffinées, c'est aussi quelque chose de très très récent, hein. C'est-à-dire céréales raffinées, c'est des farines blanches, le riz raffiné. Avant cette période-là, la plupart des humains consommaient des farines complètes. C'est-à-dire que le pain, il n'était pas aussi blanc que la baguette que vous connaissez à l'heure actuelle. Donc quelque chose de très récent aussi. Les huiles végétales raffinées aussi, une évolution très récente. Alors il s'agit d'huile de tournesol, de colza, etc. Ce que les nutritionnistes vous disent qui fait partie de votre alimentation et qui est super important, bah, c'est quelque chose qui est consommé depuis moins d'un siècle, hein. Les huiles hydrogénées, alors c'est la margarine par exemple, quelque chose aussi qui a été inventé que en 1918. Voilà, très très récent, ce qui explique aussi que probablement l'humain n'a pas eu le temps de s'adapter à la plupart de ces nouveaux produits parce que soit de son métabolisme, soit de son système digestif, pour lui, tous ces aliments sont relativement exotiques. Donc sur à peine, là si on prend l'exemple des huiles hydrogénées, c'est même pas 3 générations humaines qui ont été exposées à ce genre d'huile. Et on peut franchement se poser la question, est-ce que l'humain est capable d'assimiler ces huiles qu'il n'a, au cours de son histoire évolutive, jamais rencontrées? Et en dernier, quelque chose qu'on appelle le high fructose corn syrup, une belle saloperie. Il s'agit en fait de sirop de glucose fructose, très utilisé dans l'industrie. C'est un produit qui a été inventé en fait pour éliminer, pas éliminer, mais en tout cas utiliser le surstock de céréales. C'est-à-dire qu'à un moment, on est arrivé quelques années où on avait tellement de stock de céréales, on produisait trop de céréales et on ne savait plus quoi en faire. Et donc, certains chimistes ont inventé le sirop de glucose fructose qui s'obtient à partir de blé, de maïs, dans lequel il va falloir fracturer l'amidon
pour obtenir des molécules de sirop de glucose fructose. Ça se fait avec des produits chimiques relativement violents, notamment de l'acide sulfurique. Et tout ça, après, évidemment, est destiné à la consommation humaine et souvent introduit maintenant de façon insidieuse dans les produits. Vous en trouverez dans la sauce tomate, parfois dans certains sodas, etc. C'est un produit intéressant de façon industrielle puisqu'il coûte moins cher que le sucre et il y a un pouvoir sucrant plus élevé, donc permet de faire plus de profit. Pour terminer, une autre slide sur la junk food. On a ici différents types de junk food et leur année d'apparition. Alors, c'est plus pour le fun qu'une réelle présentation scientifique, mais c'est aussi pour montrer à quel point notre alimentation est récente et exotique pour le corps humain. Donc en 1900, on a la première barre chocolatée de la marque Hershey qui apparaît aux États-Unis. 1902, c'est le soda Pepsi qui est inventé. 1906, simplement, les Kellogg's Cornflakes que beaucoup consomment le matin. Donc même pas un siècle, un peu plus d'un siècle que les céréales de type cornflakes ont été inventées. 1911, c'est une des premières margarines, qui s'appelait Crisco à l'époque, qui est inventée, donc des huiles hydrogénées. 1913, le cookie Oreo. Alors je ne sais pas s'il est très bien connu en Europe, mais il s'agit d'un petit cookie rond avec deux biscuits noirs qui, au milieu, ont un fourrage de crème blanc. 1921, c'est la marque Wonder Bread qui apparaît. Il s'agit en fait de pain de mie. Les Rice Krispies, autres céréales de petit déjeuner fabriquées à partir de riz, n'apparaissent qu'en 1928. Les chips tortilla, donc des chips à base de farine de maïs, apparaissent en 1932. Voilà. Une autre marque très connue, les M&M's, apparaissent en 1941. 1953, on raffine le procédé pour fabriquer des cornflakes. On invente les cornflakes encore plus sucrés. Donc les cornflakes glacés au sucre, 1953. 1969, les chips Pringles. Donc voilà, vous voyez que sur en fait une période qui est à peine de 4 générations humaines, vous avez d'innombrables nouveaux produits de type junk food qui apparaissent. Voilà. On peut aussi mettre en corrélation cette période aussi avec l'augmentation de l'obésité à un niveau mondial, hein. Mais tous ces produits ne sont pas innocents dans cette progression de l'obésité à une échelle planétaire. Alors que faut-il retenir de cette petite présentation ? La question que je posais au départ, c'était avons-nous eu le temps de nous adapter à cette nouvelle alimentation ? Si on prend déjà les céréales, c'est à peine 10 000 ans de notre histoire évolutive, 333 générations, c'est déjà considérable, mais on voit déjà que c'est peut-être pas suffisant pour que l'homme qui continue d'évoluer s'adapte. La réponse, effectivement, c'est que probablement nous n'avons pas eu le temps de nous adapter à ces nouveaux aliments, ou que partiellement. Deuxième question que ça appelle, est-ce que pour autant il va falloir revenir à des aliments uniquement présents au paléolithique ? La réponse est non, et ça c'est une erreur qu'on voit souvent sur d'autres blogs paléo. Manger paléo, c'est pas refuser la modernité et revenir à l'âge de pierre. Et le fait qu'un aliment n'ait pas existé au paléolithique, c'est pas pour autant qu'il serait mauvais pour vous à l'ère moderne. Les vrais critères plus scientifiques, c'est aussi de voir exactement quels sont les effets biologiques de cet aliment sur le corps humain
Est-ce qu'il apporte des nutriments essentiels au corps humain ou est-ce qu'il perturbe totalement le métabolisme et le fonctionnement du corps humain? Dans ce cas-là, effectivement, c'est plutôt un aliment à bannir de votre alimentation. Ce que moi je propose et ce que moi je dis à quoi ça correspond pour moi manger paléo pour moi, c'est manger des aliments complets, éviter l'alimentation moderne, manufacturée et raffinée, parce qu'effectivement elle pose un certain nombre de problèmes à notre système digestif, notre métabolisme, voire même le fonctionnement de notre cerveau. Manger pour maintenir un confort et un fonctionnement digestif optimal. Donc si un aliment vous perturbe votre digestion, c'est probablement que vous avez un souci avec cet aliment. Manger de façon à avoir une régulation de la glycémie normale, c'est-à-dire effectivement arrêter de manger des aliments qui sont très denses en sucre mais pauvres en nutriments. Ça c'est essentiel pour améliorer votre santé, le fonctionnement de votre corps en général. Manger des aliments qui vous permettront d'atteindre vos objectifs santé. Et pour cela, je rappelle toujours que en matière de nutrition, pas de t-shirt taille unique, mais c'est plutôt du sur-mesure parce que génétiquement, on est tous un peu différents et que on n'aura pas toujours les mêmes réactions ou réponses par rapport aux différents types d'aliments. Maintenant, manger paléo peut vous aider effectivement d'atteindre vos objectifs santé et de vous rapprocher d'une alimentation qui serait idéale pour l'espèce humaine. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur le texte ou en bas de la vidéo sur le bouton s'abonner sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt.